Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado Saumon Québec. Donc, le Balado Saumon Québec est produit par la Fédération québécoise pour le saumon atlantique et ses partenaires. Dans le fond, je vous rappelle qu'on a fait une série, on est rendu au 14e balado qu'on enregistre aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas encore écouté les autres épisodes, n'hésitez pas, c'est disponible sur les différentes plateformes là, habituelles pour les podcasts. Donc, on a fait une foule de sujets associés au saumon atlantique, puis j'espère que ça vous intéresse toujours. D'ailleurs, dernièrement, sur les réseaux sociaux, on a interpellé nos abonnés pour pouvoir nous soumettre des questions, des préoccupations, des angles, en fait, qu'on n'avait pas encore couverts avec ces balados-là ou encore avec nos différents outils de communication. Et on prévoit, en 2025, réenregistrer une autre série de balados qui va être une série d'à peu près 10-12 épisodes. Donc, qu'on est en train de construire ça. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les soumettre. On est toujours là. Il y a des vrais humains en arrière de l'adresse générique, info@saumonquebec.com. On est là pour vrai sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous soumettre vos idées. On est tout à fait à l'écoute et on souhaite vous offrir d'un produit qui vous intéresse. Comme à l'habitude, donc, je suis Myriam Bergeron, directrice générale de la FQSA, puis j'ai le plaisir d'animer ce balado et je suis accompagnée de Normand Fizet, qui est président. Ça va bien? Oui. Ben oui, ça va bien. Ben super. Toi aussi, oui. oui, ça va très bien. Ça va très bien parce que je pense que c'est un sujet aujourd'hui qu'on va traiter, en tout cas, que je sais pas si c'était comme moi, mais j'ai suivi pas mal les réseaux sociaux et tout ça, puis ça a été un sujet qui a été pas mal d'actualité. Aujourd'hui, on va parler de phoques. Exactement. Et l'impact qui peut avoir, on va en apprendre plus, sur le saumon atlantique. Oui, toi, Normand, par rapport à ce sujet-là, tu arrives dans... T'es dans quelle disposition? Je veux dire, t'en connais-tu bien gros ou t'as-tu plein de questions? Néophyte, à part que les avoir vus à l'aquarium quand j'étais jeune. Puis, je les ai croisés un petit peu cet été sur l'eau, dans la baie des Chaleurs. J'en ai vu plusieurs. Mais ces mœurs, comportements, habitudes, j'en sais absolument rien. Et comme d'habitude, bien que je suis le président de la Fédé, je joue mon rôle aussi de la plante verte qui ne connaît pas ça. On sait qu'au sein de l'équipe, on a un paquet de scientifiques, des biologistes, et ainsi de suite. Mais moi, mon intérêt est vraiment au niveau de la pêche sportive de l'espèce et naturellement sa conservation, sa protection. Fait que ça me permet en fait de poser des questions que la majorité de nos membres s'interrogent. Comme tu l'as dit tantôt, là, on a vu passer pas mal tout l'été avec la situation présente au niveau du saumon. Naturellement, ça prend des coupables. Et puis, on a passé par le bord rayé. On a fait un podcast. Je pense qu'on a éclairé beaucoup de monde là-dessus. Et puis aujourd'hui, on en profite pour le faire sur le phoque. Bien, super. Puis, donc, je suis vraiment, vraiment très, très heureuse de vous avoir. Ça fait beaucoup de vraiment, vraiment, puis de très, très, mais je suis honorée, en fait, d'avoir nos deux invités aujourd'hui, qui sont des gens qui connaissent très bien le sujet et que, dans le fond, j'ai le plaisir de vous présenter. Il y a Gilles Thériault, qui est le directeur de l'Association des chasseurs de phoques intra-Québec, et Lynne Morissette, qui est biologiste marine, pas mal connue dans le milieu, je pense. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ben, c'est super cool d'être ici aujourd'hui. Ouais. Absolument. Merci. On peut commencer avec Lynne. J'ai dit biologiste marine. Je sais que tu as beaucoup de projets, que tu as fait aussi des études et tout ça. Donc, peux-tu me présenter un peu qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes champs d'expertise? Bien, j'ai fait des études, en fait, qui ont commencé avec les phoques. Oh. Quand j'ai commencé à faire ma maîtrise, c'était avec quelqu'un de Pêche et Océan Canada qui s'appelle Mike Hamill, qui est le grand spécialiste des phoques dans l'est du pays. Puis ensuite, j'ai fait un doctorat sur l'impact des mammifères marins dans les écosystèmes, puis les interactions avec les pêcheries. Qu'est-ce qu'ils mangent, les mammifères marins? Est-ce qu'il y a de la compétition avec les humains? Puis toutes sortes de questions comme ça. Puis après, je suis devenue professeure associée à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski.
mais associé parce que le gros de mon travail, je le fais pour une boîte privée qui s'appelle M Expertise Marine, qui est mon entreprise de consultant. On travaille sur toutes sortes de problématiques en lien avec la protection des écosystèmes, les enjeux maritimes, puis toutes sortes d'espèces, là, les phoques, les baleines, un peu de requins, la pollution plastique. Donc, quand il y a quelque chose qui va mal, on essaie de trouver des solutions. Ben, c'est merveilleux. Puis je sais que t'es beaucoup impliqué aussi à travers des projets plus communautaires. Là. D'ailleurs, on avait déjà contribué, donc la FQSA, au projet Milton, qui est un projet qui vise à nettoyer finalement les cours d'eau, les berges et tout ça. Puis c'est vrai qu'on s'était croisés pour ça. Ben, ça, c'est un des enjeux maritimes ou des grands défis de l'environnement marin, là, de la pollution plastique. Puis, effectivement, j'ai cofondé avec Jimmy Vigneux une association qui s'appelle Mission Milton qui vise à réduire la pollution plastique dans nos cours d'eau. Puis Saumon Québec avait été là, parmi les premiers à se pointer au front puis dire, nous, on veut faire quelque chose aussi, puis on veut laisser les rivières encore plus belles qu'on les retrouve quand on va pêcher. Donc, on continue de faire ça. On s'appelait Mission 10 tonnes au début, après c'était 100 tonnes. Je pense que dans le temps de Saumon Québec, on était à Mission 100 tonnes, puis là, on s'appelle Mission 1000 tonnes, puis juste administrativement, c'est tellement compliqué de changer de nom que je pense qu'on va rester avec ça après. C'est un beau projet. Merci beaucoup d'être là. Gilles, toi aussi, tu as un beau parcours, puis en fait, une belle association que je suis convaincue que plusieurs personnes dans notre auditoire ne connaissent pas. En fait, c'est quoi l'Association des chasseurs de phoques intra-Québec? En fait, c'est une association qui s'appelait à la base l'Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine, qui a été mise sur pied après plusieurs années, si on veut, Bon, on connaît toute la controverse qu'il y a eu autour du phoque, qui s'est déroulée beaucoup dans les années fin 60, début 70. Donc, il y a eu à cette époque-là un regroupement de chasseurs de phoques qui se sont mis ensemble pour dire hey, « ça n'a pas de bon sens ce qui est en train de se passer là. Il faudrait que nous, on ait notre mot à dire là-dedans, dans tout ce débat-là. » Et puis, ça s'est formalisé en 84, en fait, avec l'Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine. Puis depuis 2016, c'est devenu, parce que le dossier s'est beaucoup multiplié, on ne s'intéresse plus seulement à ce qui se passe autour des Îles-de-la-Madeleine, mais partout au Québec, dans le Golfe, en fait. Donc, c'est devenu l'Association des chasseurs de phoques intra-Québec à ce moment-là. Puis là, on représente tous les chasseurs partout au Québec. Super. Puis toi, ton parcours? Ouais, si je note le soupçon d'accent, je comprends que tu viens des Îles-de-la-Madeleine. Comment c'est un accent? Moi, j'ai pas d'accent. C'est les autour, de autour de la table. Hein. L'accent, c'est toujours dans la gorge de l'un, dans l'oreille de l'un, plutôt dans la gorge de l'autre. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Mais non, c'est ça, oui. Je viens des Îles-de-la-Madeleine. Je suis né aux Îles-de-la-Madeleine. J'ai vécu une bonne partie de ma vie là aussi. Mais mon parcours, écoute, c'est un parcours en zigzag, clairement. Ça va quasiment plus vite de dire ce que j'ai pas fait dans ma vie professionnelle que ce que j'ai fait. Mais j'ai été longtemps journaliste, photographe, globe-trotter, conférencier, auteur. Je suis en train de travailler sur mon 6e livre, donc qui va toucher le dossier du phoque, exactement. Donc, c'est un peu mon dada. C'est le dossier, même si j'ai touché à beaucoup de sujets dans ma vie, je dirais que c'est le dossier qui m'a le plus fasciné. Probablement à cause de tout l'irrationnel qu'il y a dans ce dossier-là. C'est ça qui me fascine, qui m'a fasciné, qui me fascine encore. La profondeur de ce dossier-là également, parce que c'est un dossier qui est un peu différent d'à peu près tous les autres, que ce soit au niveau politique, au niveau social, au niveau anthropologique, à plein de niveaux. C'est un dossier qui est vraiment particulier. Donc, c'est ce qui m'a tenu dans le dossier, puis aujourd'hui encore, là, de travailler pour remettre un peu de rationnel dans ce dossier-là, en fait. C'est malheureusement qui manque et qui cause des effets pervers. Puis c'est d'ailleurs un peu ce dont on va discuter aujourd'hui. Mm-hmm. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que si je parle du saumon atlantique, je trouve que c'est une espèce qui génère énormément d'émotions aussi. Fait qu'on a clairement quelque chose en commun avec le milieu du phoque parce que c'est effectivement l'irrationnel prend le dessus des fois. Là. Absolument. Puis avant de passer à plus mieux connaître les phoques en tant que tels, pourrais-tu me parler, c'est quoi l'état des pêcheries ou des chasses de phoques au Québec et aux Îles-de-la-Madeleine? Donc, vous avez des gens qui
qui font ces activités-là? Comment ça se déroule? Oui, bien, au départ, ce que je pourrais mentionner, c'est que justement, quand je dis que c'est un dossier qui est un peu toujours à part, je donne juste un exemple ici. Le permis de chasse aux phoques, en fait, c'est écrit dessus « permis de pêche aux phoques ». Oui, c'est pour ça que j'ai dit ça. Sauf que si tu pêches le phoque, tu es en infraction. Donc, ça vous donne déjà une idée que c'est toujours un peu dans la marge, là, ce dossier-là. Ce qui se passe avec le dossier de la chasse aux phoques, si je résume vraiment rapidement, c'était une industrie vraiment florissante jusque dans les années 80. Il y avait des dizaines de milliers de phoques qui s'abattaient au large des Îles-de-la-Madeleine, mais aussi sur la Côte-Nord. C'était les deux territoires où il y a historiquement, il y avait beaucoup de chasse aux phoques. Et c'était un apport économique important pour ces petites régions-là. Tu sais, ça peut paraître pas énorme c'est pas une industrie de masse, là. Quoiqu'à Terre-Neuve, c'en était une là, davantage. Là, on parle de plusieurs centaines de milliers de bêtes qui se situaient là-bas. Donc, c'était un apport économique important pour les petites régions côtières. Puis, ben là, on en a parlé tout à l'heure un peu, mais toute la controverse qu'il y a eu autour de l'abattage du phoque, le fameux bébé phoque, on en a fait un symbole, là, un peu de sauvegarde de la nature contre les barbares humains qui tuaient pour le plaisir. Donc, c'est un peu... Bon, il y a eu toutes les campagnes internationales qui ont coupé les marchés pour les produits du phoque. Donc, il y a eu un gros déclin de cette industrie-là qui est pas morte, mais qui est presque morte, là, qui est pas très forte aujourd'hui. Là, on parle aujourd'hui de quelques milliers de phoques, peut-être 3000 phoques qui va être abattus par année au Québec. Donc, c'est surtout de la chasse pour... La viande. La viande personnelle. Non, quand je parle de ces 3000 phoques... Il y a de la chasse commerciale qui se fait? Oui, c'est de la chasse commerciale pour la viande, vente de viande commerciale, et ça fonctionne bien. Mais tu sais, quand on parle de plusieurs dizaines de milliers avant à 3000 aujourd'hui, il y a vraiment eu un déclin massif. Puis à l'époque, c'était la peau qui était vraiment visée, puis la graisse qu'elle a avec, là. Puis la viande, elle était consommée personnellement, mais là, c'est l'inverse. On jette les peaux. Pour vrai? Oui, on jette les peaux parce qu'il n'y a personne pour les transformer dans les régions là, où c'est... Ouais. Et oui, je suis totalement d'accord parce que moi, ça me faisait mal au cœur chaque fois que j'allais sur les bateaux puis je voyais ça, des belles peaux incroyables. Mais si tu ne les traites pas rapidement, les peaux, ils vont oxyder. Le gras du phoque va oxyder la peau, puis elle va se déchirer comme ça là, au bout de quelques jours. Fait que tu sais, il y a une réalité, c'est pas parce que les gens ne voulaient pas, c'est vraiment parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure et il n'y avait pas d'acheteurs. Donc, nous, on travaille justement d'arrache-pied pour essayer d'y aller un pas à la fois, mais que les 3000 bêtes actuelles, on les transforme au complet. Puis qu'on en transforme un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, pour revenir un peu à une industrie où on va chasser quelques dizaines de milliers de phoques par année, qui va aider à contrôler la prédation du phoque et qui va être, on veut en faire une industrie je dirais, exemplaire, c'est-à-dire qu'on veut absolument rien acheter de l'animal. Puis c'est de toute façon la meilleure façon, et peut-être la seule façon de rendre cette chasse-là économiquement rentable. Donc... Est-ce qu'il y a un bon marché pour la viande? Oui, les marchés sont là, les marchés existent. Oui, il y a vraiment une demande. Déjà, aux Îles-de-la-Madeleine, c'est le boucher local, la boucherie côte à côte aux Îles-de-la-Madeleine, c'est le seul qui peut vendre la viande commercialement. Un permis, ce qu'on appelle un passé-outre. Le seul au Québec? Au Québec. Oh, ouais. OK. Au Québec. Là, je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que c'est complexe aussi, mais c'est que la viande, encore une fois, je parlais des différences avec le dossier du phoque. Le phoque, au fédéral, c'est un poisson, mais au provincial, c'est une viande. Fait que, c'est ça. Wow. Fait que, tu sais, pas besoin de vous dire que ça simplifie. Un poisson, malgré que c'est un mammifère.
C'est exactement. C'est un drôle de poisson, OK. ouais. Ouais. C'est... Wow! Non, c'est ça. Eh ben, je pourrais, à nouveau, là, on pourrait faire un podcast juste là-dessus, là, mais mais tout ça pour dire que oui, il y a de la demande. Les gens des îles de la Madeleine particulièrement, puis on a beaucoup de visiteurs aux îles de la Madeleine l'été. Les produits, ils les mettent sur les tablettes, puis ça part de même. Là. C'est rapide. Les gens adorent ce produit-là. Puis les restaurateurs adorent. À chaque fois qu'on fait goûter ça à un nouveau restaurateur, généralement, ce sont des gens très curieux. Un nouveau produit, ça goûte différent, ça ressemble pas aux autres viandes, c'est plus foncé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis là, ils arrivent avec toutes sortes d'idées, fait que ça les emballe en général. Mais on n'a pas suffisamment de viande pour faire de la promotion. Ouais. Mais si je comprends bien, la chasse commerciale aux phoques, ça se passe juste aux îles de la Madeleine. Si le seul... Ailleurs, ça serait difficile. Non, c'est ça. Au Québec, pratiquement juste aux îles de la Madeleine, honnêtement. Ouais. Mais il y a de la chasse personnelle qui se fait ailleurs au Québec. Et de plus en plus, oui. OK. Ouais. Wow. Mais puis à Terre-Neuve, encore une fois, là, pas pour déborder sur Terre-Neuve, mais à Terre-Neuve, c'est autre chose. Là. C'est plusieurs centaines de milliers, mais dans les dernières années, c'est comme ça. Ils ont diminué. Maintenant, ils ont eu 20 25 000 par année. Et la raison, c'est même chose? Il y a moins de demandes pour la viande? Eux autres, c'est pas la viande tellement. La viande, c'est vraiment... ils n'ont pas mis d'efforts beaucoup là-dessus. Okay. Parce que, encore une fois, compliqué, mais si je résume ça, ce qui marche beaucoup, c'est le prêt-à-manger. Le prêt-à-manger des burgers, des saucisses, des pâtés, des rillettes, etc. Mais à Terre-Neuve, comme c'est considéré comme un poisson, ils ne peuvent pas mélanger ça avec du porc. Parce que là, c'est une contamination croisée. Ah, ben voyons donc. Fait que, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Là. Je te le fais pas dire parce que c'est... Finalement, la meilleure viande, le boucher local, là, il est en avance, pas juste au Canada, sur la viande des mammifères marins. De ce que j'ai vu sur la planète, c'est le plus avancé là, au niveau des protocoles. Fait que son produit est de qualité supérieure, mais de loin supérieure. Mais lui, il ne peut pas vendre à Terre-Neuve. Mais Terre-Neuve peut nous amener des produits du phoque Tanguy-Vol. OK. Ça fait que c'est ça, c'est assez complexe. On voit quand même que c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, c'est ça, comme tu dis, probablement qu'on pourrait faire un podcast juste là-dessus. Une série. Exact. C'est vraiment intéressant, mais on voit aussi que en pensant en dehors de la boîte, il y a vraiment un beau potentiel, oui, de développement. Puis je pense qu'on arrive de plus en plus là aussi au niveau des consommateurs qui veulent valoriser des produits locaux, puis valoriser un animal au complet là-dedans, dans son traitement. Puis on est tellement là-dedans, c'est l'autonomie alimentaire, le produit de proximité, les produits sans hormones, sans antibiotiques, on est totalement là-dedans. Wow. Clairement. Mais, admettons, on va sûrement y revenir, là. Mais je suis un peu intéressé, moi, à mieux comprendre le phoque, son évolution, son cycle de vie, et ainsi de suite. On a combien d'espèces de phoques qui nous concernent, là, si on parle là, du golfe? Dans le golfe, là, il y a en gros 4 espèces de phoques qui sont vraiment plus importantes et plus communes. Il y a le phoque commun, le phoque du Groenland, ça, c'est les 2 plus petites espèces. Puis dans les grosses catégories, les gros calibres, là, il y a le phoque gris puis le phoque à capuchon. Donc, 2 plus petites espèces, 2 plus grosses espèces qu'on retrouve à peu près partout là, dans le golfe du Saint-Laurent. Puis, quand on pense aux populations de phoques du Groenland puis les phoques gris, c'est des populations qui sont en explosion en ce moment. Donc, il y en a de plus en plus. Puis ça vient avec toutes sortes de questions parce que... Et ça depuis combien d'années, là, cette explosion? Si on avait à mettre un chiffre, là... Depuis les années 80-90. OK, là, fait que ça fait quand même... Oui, mais ça explose longtemps. Ouais. OK. Donc, 80, ça continue d'exploser. Puis puis là, émergent toutes sortes de questions en lien avec ça parce que en même temps qu'il y a de plus en plus de phoques, on vit une crise dans les pêcheries en général. Tous les poissons d'espèces commerciales, pour la plupart, sont en décrépitude là, totale. Puis c'est pas juste chez nous, c'est un constat mondial. Là. Il y a des spécialistes des pêcheries qui documentent ce phénomène-là partout.
en anglais, ils appellent ça « fishing down marine food webs ». On pêche des poissons de plus en plus petits dans la chaîne alimentaire. Au début, on pêchait les gros poissons. Et de plus en plus creux, si je ne me trompe pas. Et de plus en plus creux. Puis, tu sais, quand on regarde la tendance, ben dans une couple d'années, ce qui va rester, c'est du plancton puis des méduses. J'exagère un peu, là, mais tous les grands prédateurs, les thons, toutes les espèces de thons pratiquement sont en voie de disparition. Tout ce qui est au sommet de la chaîne alimentaire, à part les phoques, mais en poisson, là, c'est tout en train de diminuer. Puis là, il en reste plus, fait qu'on va pêcher d'autres choses. Puis il en reste plus. Puis ça a fait ça avec la morue dans les années 90 qui a disparu. Puis là, ben vite, on a cherché des coupables, comme tu disais tout à l'heure. Puis on s'est dit, OK, mais c'est-tu la faute des phoques, tu sais? Puis moi, j'ai fait ma maîtrise là-dessus, cette question-là. C'est-tu la faute des phoques? OK. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas à cause des phoques qu'il n'y a plus de morue. C'est de la faute des humains. C'est toujours plus difficile de se regarder dans le miroir et de dire « c'est de ma faute à moi ». Mais on a vraiment surpêché ces poissons-là. Mais c'est sûr que là, quand il reste très, très peu de morue puis que tu as des phoques qui, eux autres, vont très bien, bien, l'impact de ces animaux-là comme prédateurs sur un petit stock de morue bien, est de plus en plus important. Okay. Puis ce qui sauve le phoque, c'est que lui, ben il peut manger à peu près n'importe quoi. En écologie, on a des généralistes puis des spécialistes. Là. Les phoques, c'est des généralistes. Quand on regarde leur régime alimentaire, là, c'est pas 75% d'une espèce puis un 25% de quelques autres espèces. C'est toutes des 3, 4, 5% d'une grosse liste d'espèces. Fait que quand il ne reste plus de morue, il va juste comme manger d'autres choses à la place. Okay. Puis pour le saumon, c'est la même affaire. Là. Le saumon ne sera jamais comme le gros de son alimentation, mais il peut en manger, mais il peut manger d'autres choses aussi. Puis, tu sais, mettons, dans ces comportements, ben, je sais pas, est-ce que les différentes sortes de phoques sont très différents? Puis, tu sais, est-ce que c'est des espèces qui vont s'alimenter, vont bouger beaucoup ou ils ont se promener beaucoup sur le territoire ou ils vont rester assez dans des endroits circonscrits pour se nourrir? Bien, quand on regarde dans la littérature scientifique, là, les saumons, là, c'est rare qu'on les voit dans les listes du régime alimentaire. OK. Puis, c'est peut-être parce qu'ils sont là juste à un certain moment de leur cycle de vie. Tu sais, au lieu d'être là tout le temps, comme une morue, ben, elle va toujours être là en même temps que les phoques, tandis que le saumon, ben, c'est juste dans une certaine phase de sa vie. Mais quand on regarde l'écologie du saumon dans l'écosystème, là, parce que moi, en fait, c'est ça que je faisais. Tu sais, j'ai jamais été une spécialiste d'un animal en particulier, mais je regarde comment l'écosystème est organisé, c'est qui mange qui, puis comment ça marche. Puis quand on regarde un saumon, ben ça a une écologie qui est un mode de vie comme pélagique, donc ça vit pas, c'est pas vraiment un poisson de fond. Puis ce qui peut s'apparenter à ça dans l'écosystème, c'est du maquereau. Donc, à peu près le même genre de mode de vie qu'un maquereau. Puis aussi, en termes de comportement, c'est un poisson qui est super rapide. Fait que le taux d'efficacité d'un phoque à consommer du saumon est assez bas parce que c'est pas un poisson qui est lent puis facile à capturer ou à pourchasser. Puis il ne se tient pas nécessairement en banc non plus. Là, non, c'est ça. Tu sais, le saumon, lui, il va être comme... Tu tombes sur un saumon, tant mieux pour toi, puis bonne chance pour l'attraper. Les gros prédateurs de saumon, c'est des épaulards. Ça, on en a dans le Golfe. Puis les épaulards mangent des mammifères marins comme des phoques. Fait qu'à la limite, les phoques sont comme... leur place dans l'écosystème est super complexe parce que c'est jamais des liens de cause à effet. Mais c'est super fascinant là, d'essayer de voir qui est là, puis comment ça se passe. Puis quand il y a une espèce qui disparaît, bien, il y a comme un genre d'effet de cascade. Puis là, il y a plein d'autres espèces qui réapparaissent, qui n'ont plus de prédateurs. Ça va bien, plus de compétition. Puis c'est super complexe, mais c'est ça qui est le fun. Ça, c'est fascinant, c'est fascinant. Oui, je pense que dans le cas du phoque aussi, ce qui est intéressant de cet animal-là, qui est fascinant, c'est que c'est un animal qui est ultra intelligent et ultra opportuniste. Moi, j'ai vu des vidéos de phoques s'accrocher à des scènes, tu sais, puis il se faisait s'accrocher à une scène, tu sais, un filet, c'est ça. Puis il faisait juste, il se laissait traîner, puis il mangeait, tu sais. Ce qui arrivait, c'est plutôt que de dépenser de l'énergie à poursuivre les proies, j'ai trouvé un moyen que les proies viennent à moi, tu sais.
Puis, tu sais, des phoques ouvrir des cages à homards, manger la peau, tu sais, puis fermer, puis s'en aller. Tu sais, des trucs comme ça, tu dis, ouais. Fait que, tu sais, dans le cas du saumon, j'ai l'impression que le phoque est assez brillant pour s'apercevoir que comment c'est qu'il s'en va tout le temps à la même place, tu sais, parce qu'il rentre dans les rivières, tu sais, etc. Tu sais, puis les rivières, des fois, sont plus étroites. Fait que je pense qu'il est assez intelligent pour avoir saisi ça, tu sais, qu'il y avait une opportunité de se nourrir là. Parce que moi, de ce que j'entends de certains pêcheurs de saumon, puis ça, et, les gens disaient, écoute, si je ne vais pas à l'embouchure de la rivière la nuit avant, puis que je ne claire pas l'endroit de phoque, le lendemain, il n'y aura pas un phoque qui va avoir monté. Là. Ça fait que je sais pas si le pas phoque... un saumon qui va monter. Un saumon qui va monter. Ça fait que je ne sais pas si le phoque... ou plutôt le saumon va choisir un autre endroit où tout simplement il n'y aura pas, ou je sais pas, ça, je ne connais pas le comportement du saumon. De monter temporairement, mais effectivement, il est noté par beaucoup de pêcheurs qu'on voit de plus en plus de phoques aux embouchures de rivières. C'est ce que j'ai entendu moi aussi. Ça peut expliquer un peu... Puis le phoque, c'est qu'il peut monter dans la rivière. Contrairement au macro, je pense pas que ça va dans l'eau douce, mais le phoque, l'eau douce, un mammifère, il n'y a pas de problème avec ça. Eau salée, eau douce... Non, il y a même à Terre-Neuve, j'ai vu dans le coin de Corner Brook, ils ont vu une colonie de phoques, en fait, dans un lac d'eau douce. J'avais déjà vu ça, effectivement, qui restait là tout le temps, il d'eau reste douce. là. Ouais. Puis en fait, les seuls qui se sont posé la question dans un contexte de phoques qui mangent du saumon puis de la prédation sur le saumon, en tout cas, de ce qui existe là, dans la littérature scientifique, c'est des biologistes dans le Maine qui ont étudié le taux de blessure apparente. Ils ont travaillé avec des pêcheurs de saumon, puis on voit sur les saumons des traces de phoques qui se sont essayés. Puis le saumon a été capable de s'échapper, puis de survivre, puis de continuer sa vie, mais il y a vraiment des cicatrices de tentatives de prédation par des phoques. Puis ce qui est intéressant premièrement, c'est le fun de voir que des gens se sont posé la question parce que le gros de la recherche scientifique qui a été faite sur les phoques en tant que prédateurs, c'est dans un contexte d'essayer d'expliquer l'histoire de la morue. Okay. C'est vraiment tout le temps la morue qui a drivé toutes les études. Mais eux ont commencé à se poser des questions sur le saumon. Puis, ils se sont rendus compte que le nombre de cicatrices comme ça qu'ils retrouvaient sur des saumons commençait à diminuer quand les poissons, certains types de poissons dans l'écosystème qu'on appelle des espèces fourrages, là, le capelin, le lançon, quand les stocks de capelin puis le lançon sont plus abondants, là, on a moins de saumons blessés. Fait que le phoque qui est un opportuniste, probablement que justement, vu qu'il est très, très wise, il doit se dire, OK, un saumon, la quantité d'énergie que je suis obligé de mettre à essayer de pourchasser ça, puis les fois que ça marche pas, versus le petit capelin à côté, quand j'en ai un banc, puis j'ai juste à rentrer dedans, la gueule ouverte, c'est plus efficace. Je vais avoir plus d'énergie au final, mon bilan, là, l'énergie que je dépense versus ce que je gagne, va être plus efficace à manger des capelins puis des lançons. Fait que les années où il y en a plus, les saumons vont mieux. Puis les années où il y a moins de capelins puis de lançons, là, on a plein de saumons qui sont blessés, sans compter ceux qui sont probablement dans l'estomac du phoque, parce que ça, c'est une autre partie fascinante de ma maîtrise. Mais quand j'ai commencé à étudier l'impact des prédateurs dans les écosystèmes, il faut... Je ne sais pas si vous savez comment on détermine le régime alimentaire des animaux, là. Non. Mais soit qu'on va aux îles de la Madeleine où il y a des colonies de phoques, puis on court après pour ramasser leur caca sur la plage, puis on regarde qu'est-ce qu'il y a de traces dans les crottes. Puis ce qui reste comme traces, là, c'est des otolithes, les petits os qu'il y a dans le crâne de tous les poissons. Puis tous les poissons ont une forme d'otolithe différente. Puis, sur les otolithes, c'est un peu comme quand on coupe un arbre, il y a des lignes de croissance. Fait qu'on est capable de dire, OK, j'ai retrouvé ce petit bout d'os-là, puis ça, c'est une morue de 4 ans. Donc, on est capable, comme ça, de déterminer qu'est-ce qu'il y avait. Ça, c'est une sorte d'étude qu'on fait. Sinon, on avait des phoques qui viennent d'une chasse
soit commercial ou un prélèvement scientifique. Puis là, on ouvrait leur estomac. Puis de la même façon, on regardait qu'est-ce qu'on a dans l'estomac. Puis ça sent super bon quand on fait ça. J'imagine, Oui, hein? j'avais entendu puis lu aussi qu'il pouvait y avoir des recoupements qui pouvaient être faits avec, par exemple, des prélèvements de tissus, que ce soit de la peau, du muscle, puis que là, mettons, il peut y avoir des analyses au niveau de la composition, puis là, pouvoir recouper par rapport à qu'est-ce qui avait été mangé. En connais-tu un peu là-dessus? Ben oui, ça s'appelle les analyses d'acide gras, souvent, ou des isotopes stables, mais c'est deux façons où, avec un petit échantillon de peau ou de gras, on est capable de retracer le régime alimentaire parce que chaque poisson a comme une signature de gras différent. Fait que quand tu regardes le gras d'un phoque, puis tu regardes qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, tu es capable de dire « Ah, un peu comme une analyse d'ADN, tu es capable de dire « Ah, ben il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. » Mais pour être capable de faire les parallèles, ça a pris bien du monde comme moi, puis plein d'autres avant, qui ont ouvert des estomacs de phoque pour regarder qu'est-ce qu'il y avait dedans, puis là, ils étaient capables de faire le lien avec cette signature-là de ce qu'on retrouve dans le gras. On utilise ça souvent pour les espèces qu'on ne peut pas tuer. Donc, une baleine, par exemple, on ne va pas tuer une baleine pour regarder qu'est-ce qu'elle a dans son estomac. Il y a juste les Japonais qui font ça. La majorité des autres scientifiques sur Terre ne tuent pas des baleines pour ça, mais on est capable, avec une petite biopsie puis un petit prélèvement, un morceau de gras d'à peu près 1 pouce de long, d'avoir une idée de ce que ça mange. Donc, c'est le fun pour des espèces comme ça. J'ai déjà eu plusieurs bonnes discussions avec Mike Hamill là-dessus, parce que moi, la méthode des otolithes, j'avais un petit peu de difficulté avec parce que, tu sais, moi, je suis souvent entre les chasseurs et les scientifiques. Tu sais, je fais un peu la courroie de transmission. Puis je disais à Mike, je disais, oui, mais le phoque, les grosses proies, là, ils ne mangent pas au complet. Ils mangent juste l'estomac, ce qu'ils appellent... Oui, ça, j'ai vu ça souvent. Il y a un terme pour ça, ils appellent ça belly bite. Oui, Ça veut dire qu'ils mangent juste l'estomac. Tu sais. Puis moi, il y a plein de chasseurs qui me ramenaient ça. Ils disaient, ils ne mangent pas tout. Là. Fait que l'otolithe, ils ne mangent pas. Ils sont pas là. Ben non, tu ne verras pas si tu ne manges pas la tête, tu ne vois pas. Surtout les grosses proies, en fait. Parce que quand ils tombent dans le caplan, c'est comme tu dis, il ouvre la bouche puis il les mange au complet. Ça fait que là, le caplan, il n'y a aucun problème. Il va ramasser les otolithes. Mais s'il tombe sur un thon ou un flétan... Oui, il ne va pas manger le thon au complet. Là. Ben, ça, c'est clair. Puis souvent, les gens s'imaginent mal parce qu'on est tellement habitués à ramener à nous autres. Nous autres, on ne mange pas le poisson, on va le mettre au frigidaire pour le lendemain. Mais dans la nature, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Fait que eux autres, ils arrivent, puis encore une fois, ils vont sur ce qui leur donne le plus d'énergie le plus rapidement possible. Il y avait une vidéo à Terre-Neuve où tu voyais une baie qui était... Le fond de la baie, il y a des plongeurs qui sont allés, ils ont filmé ça. C'était tapissé de morues éventrées. T'sais. Les phoques avaient tombé dans un banc de morues, puis ils allaient là, puis ils mangeaient l'estomac, parce que c'est là qu'ils ramassaient le plus d'énergie rapidement. Mais il y avait des laitueux, il y avait des... Fait que là, moi, après ça, quand j'entendais le phoque, je sais pas, le phoque gris, il va manger au Canada, on dit 2 tonnes par année, à peu près. 2 tonnes? Oui, à peu près. Okay. Puis en Scandinavie, je pense que c'est plus 3, là, mais en tout cas. Fait que, bref, on peut discuter un peu autour de ça. Mais tu sais, moi, ma question que j'amenais souvent, c'est mais ils en tuent combien pour manger 2 tonnes? Oui, je comprends. S'ils tombent sur des petites proies, oui, tu sais. C'est un homard, un jeune homard, tu sais, il va manger le homard au complet, ou la crevette, ou le Mais crabe. Comment ça chasse un phoque pour comprendre? Et ça chasse en colonie, ça chasse en... c'est quoi leur habitude? Ça, à nouveau, puis Lynn connaît peut-être plus le comportement que moi, mais moi, en parlant avec les chasseurs, il disait que le comportement de prédation du phoque avait beaucoup changé au fil des années, au fil des décennies, là, en fait. Là. Mais justement, il dit, tu sais, un pêcheur, un chasseur, tu sais, qui connaît vraiment très bien le sujet dont on parlait tout à l'heure, Ghislain C, tu sais, puis il me disait, au départ, tu sais, on en voyait un de temps en temps, puis là, tu vois qu'il tourne autour, puis il se nourrit, puis tu sais, comme il est opportuniste, des fois, on jetait des trucs à l'eau, puis il venait bouffer ce qu'on venait de jeter, ou des trucs comme ça. Puis il dit, tranquillement, on a vu, oups, là, c'était plus un phoque, c'était une dizaine de phoques, 12, 20, tu sais, qui se ramassaient ensemble, puis tu sais, qui travaillaient ensemble, puis ils ramassaient les bancs de poissons, puis là, ils rentraient là-dedans, puis ils se nourrissaient, tu sais, fait qu'ils avaient appris à chasser ensemble, tu sais, comme des loups, tu sais, aux îles, on l'appelle les loups marins, mais c'est ça, tu sais. Puis il dit, là, aujourd'hui, il dit, là, c'est des centaines de phoques. Il dit, ils se ramassent, là, puis il dit, tu vois l'eau frétiller comme ça, tellement il y en a, avec des poissons, tout ça.
Puis il dit là, c'est en anglais à nouveau, mais il appelle ça feeding frenzy. Là, ça rentre là-dedans, puis ça mange ce qu'il y a. Puis Ghislain, il disait, quand tu vois ça, là, quand ça arrive quelque part, il dit, tu peux lever tes cages puis tes filets pour pas mal de journées parce qu'il enclinait ce qu'il y avait là. Il n'y aura plus rien. Non, c'est ça. Ouais, ben... Fait que, tu sais, les comportements vraiment changent. Ils s'habituent. C'est un animal ultra intelligent. Ben, c'est fou pareil. Puis, justement, dans les comportements, nous autres, qui nous ont été, en fait, passablement rapportés, tu sais, justement, on en parlait tantôt, des phoques qui vont aller dans la portion d'eau douce des rivières à saumon, sur la Côte-Nord, là, entre autres, chez Rivière-Saint-Jean, je pense que c'est 80 km à l'intérieur de la rivière, quand même, c'est loin, là, fait que, ils sont assez résidents, puis les pêcheurs, puis les gestionnaires de la pourvoirie les observent qui restent là pendant un certain temps, ils sont pas nécessairement nombreux, mais dans une fosse, ou dans quelques fosses à saumon, effectivement, ça peut avoir un impact qui est considérable. Là, s'il voit des opportunités de se nourrir, clairement, il va sauter là-dessus. Là. Oui, c'est des opportunistes. Ouais. Mais on voit... typiquement, le phoque, pour une raison quelconque, c'est rare qu'on ait eu des rapports comme de quoi des phoques ont été vus très haut sur les rivières. À l'embouchure, beaucoup. Mais c'est rare que j'ai des pêcheurs qui m'ont dit « Hey, j'ai vu un phoque à plusieurs kilomètres sur la rivière. » J'imagine, c'est sûr que un phoque, j'imagine qu'à un moment donné, ça passe pas partout. Là. C'est sûr qu'il a la capacité d'aller au sol, mais... Oui, c'est assez... Est-ce que ça gravite les rivières? Est-ce que ça peut monter dans les rivières? J'ai jamais vu de rapport là-dessus non plus. Non, bien, puis c'est ça, là, moi, je trouve ça fascinant. Tantôt, tu parlais de Ghislain Cyr, là. Il y a des études scientifiques qui sont faites sur à peu près plusieurs sujets par rapport aux phoques, mais il y a aussi toute une catégorie de connaissances qui vient du savoir des pêcheurs. Puis ça, pendant vraiment longtemps, ça a été mis de côté. Parce qu'il n'y avait pas un PhD qui était écrit à côté du nom de la personne qui avait dit ça, ou il n'y avait pas nécessairement un diplôme académique qui venait avec. Moi, j'ai fait un doctorat en pêcherie, puis il n'y a pas un livre ou un cours que j'ai eu qui m'a apporté la connaissance qu'un pêcheur peut avoir sur son bateau ou sur le bord de sa rivière, tu sais. Puis, j'ai travaillé super fort pour essayer j'ai crié super fort pour essayer de valoriser le savoir de ces gens-là, puis là, c'est en train de changer, mais tu sais, tout le feeding frenzy, puis tu sais, ce que tu dis par rapport au comportement des phoques, là, il y a toute une branche de la biologie qui est l'étude du comportement. Il n'y en a pas des études sur le comportement des phoques, tu sais, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas l'étude qui a été publiée dans le journal de whatever, que ça n'existe pas. Tu sais, il y a toute une catégorie de connaissances, là, sur laquelle on lève le nez en ce moment, puis qui nous permettrait de mieux comprendre nos écosystèmes. Je pense, tu l'as dit, ça change, puis on le voit de moins en moins, puis entre autres, la FQSA, on fait beaucoup ça, vu que, tu sais, on est souvent un peu comme toi, entre la science, puis les pêcheurs, les utilisateurs, fait que ça fait plusieurs années, entre autres, qu'on encourage les pêcheurs, puis là, j'en profite pour passer mon message, là, mais on participe, on collabore avec le réseau d'observation des mammifères marins pour les déclarations d'observation de phoques. On peut le faire via notre site, mais on transfère les informations. Puis c'est vrai que c'est pris en compte, puis il y a plein de connaissances là-dedans qui peuvent être mises de l'avant pour mieux comprendre nos angles morts par rapport à la compréhension, entre autres, là, du phoque, mais ça, c'est vrai pour toutes les autres espèces. Être un expert, ça vient pas avec un diplôme, nécessairement. Là. Puis, tu sais, on est à une époque où on est dans l'urgence climatique, dans l'urgence de la biodiversité qui disparaît, puis tout. On n'a tellement pas le luxe de se passer de ce savoir-là. Tu sais, les pêcheurs, ils en connaissent des choses, sont capables de récolter les données. Normalement, ils comptabilisent juste pas l'information de la même façon que les scientifiques, mais ça veut pas dire que c'est pas des connaissances utiles. C'est empirique, ça a quand même un nom aussi, là. C'est des choses qu'on voit. L'expérience terrain, là. Puis, tu sais, une des affaires, en fait, il y a un chercheur là, qui est associé avec l'Institut Maurice Lamontagne qui travaille là, sur la question du saumon et
et des phoques. Il y a différentes études en lien avec ça. Puis, on s'est évidemment intéressé à ça. Puis, à l'intérieur d'un projet qu'on fait autour de la conservation de la rivière Natashquan avec la communauté de Nutashquan, on a développé un projet avec eux pour justement revaloriser de la chasse aux phoques pour la communauté, par la communauté. Puis, on a comme co-développé je dirais des nouveaux comme protocoles pour prendre des données par la communauté, des données de suivi, puis qu'on va pouvoir justement emmagasiner, mais que ça soit une prise de données qui soit cohérente avec la vraie réalité terrain, puis les gens, les chasseurs, que ce soit les chasseurs, les pêcheurs ou quoi que ce soit, qui soient capables d'aller chercher des choses, puis qu'on soit capable de les transposer à l'intérieur d'études justement plus scientifique, formel, avec le cadre qu'on connaît plus traditionnel. Mais ça, je trouve c'est un exemple parmi tant d'autres de beaux projets, mais je trouve que c'est vraiment porteur aussi pour l'avenir. Puis c'est vrai pour toutes les sortes de pêcheurs. Là, quand il y a des mesures de gestion qui découlent de ça, souvent la pilule est pas mal plus facile à avaler quand tu comprends pourquoi c'est fait. Tu sais, des fois, ça peut être restrictif, une mesure de gestion, mais si tu as participé à la compréhension de la problématique, la collecte de données, puis tout ça, c'est pas toujours parfait, là, mais souvent, la pilule est plus facile à avaler quand il faut aller expliquer à un pêcheur que, on va fermer telle zone de pêche parce que là, tu sais, la frustration, souvent, ça vient de la méconnaissance, là. Moi, je connais pas un pêcheur qui se lève le matin en disant « je vais aller scraper l'écosystème aujourd'hui » puis complètement annuler la pérennité de nos ressources pour les générations futures. Là. C'est le contraire. Donc, tu sais, quand on les implique, quand on travaille en collaboration puis qu'on bénéficie de ces connaissances-là, souvent, on est bien plus efficace là, pour protéger les ressources. Ce qui peut être intéressant aussi, des fois, là, c'est d'aller voir ce qui se fait ailleurs, qui n'est pas égal, tu sais, tu peux pas transposer totalement, là. Parce que j'ai vu des trucs passer, puis j'ai pas fouillé, là. Ben, je sais qu'aux États-Unis, dans l'État de Washington, ils ont, tu sais, alors qu'il y a un embargo sur l'abattage du phoque, mais ils ont permis l'abattage du phoque pour sauver, c'était, je pense, le Chinook, là, dans l'État de Washington ou un truc comme ça. J'ai pas fouillé pour voir c'est quoi les études, puis comment il en était arrivé à ces conclusions-là. Puis tu parlais tout à l'heure des marques là, sur les poissons, etc. Je ne sais pas exactement comment ils ont procédé, mais je trouvais ça intéressant. Puis je suis sûr qu'il doit y avoir des études peut-être pas similaires, mais qui pourraient être inspirantes du côté de la Scandinavie, etc. Là, les Écossais étudient beaucoup l'importance des phoques puis les stocks de saumon. Puis, mais moi, pour l'abattage, là, il y a une différence pour moi entre l'abattage puis la chasse aux phoques. Ce qui est fait aux îles de la Madeleine, chasser un phoque qui n'est pas en danger puis qu'on prélève vraiment une minuscule partie du surplus puis qui ne met vraiment pas la population dans une situation où ça pourrait dépérir, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Abattre des animaux, un abattage, là, c'est s'en aller sur le terrain. Des fois, ils font ça pour des contrôles de la population puis ils vont juste aller dans le terrestre, là, ils vont balancer en avion des pilules ou des granules pour comme c'est ça. limiter on les extermine. Là. Ça, c'est sûr que c'est moins... Ça, c'est moins... j'ai un problème avec ça parce qu'à chaque fois dans l'histoire qu'on a essayé de jouer à Dieu pour contrôler la nature... on n'est pas bien bon. On s'est tout le temps planté. Ouais. En Afrique, sur la côte atlantique, là, au large de l'Afrique du Sud, puis en Namibie, ils ont essayé ça à un moment donné. Il y avait des phoques moines là-bas, puis il y en avait vraiment beaucoup. Puis ils se sont dit, on en a trop, on va faire un abattage. Pas une chasse valorisée où on utilise tout l'animal, puis que ça sert à quelque chose. On va juste aller tuer des animaux, les laisser mourir au fond de l'eau parce qu'il y en a trop, dans l'espoir de faire revenir un stock de poissons d'importance commerciale quelconque. Ça n'a pas marché. Donc, moi, j'ai de la misère avec la chasse aux phoques quand c'est pas une chasse puis que c'est un abattage. Un abattage. Ouais. La chasse, oui, mais l'abattage, exact. non. La valorisation, tu l'as dit, c'est hyper important. Nous, on s'est toujours battu contre ça aussi. Je me souviens même, à une certaine époque, le fédéral, parce qu'il avait vu qu'il y avait quand même beaucoup de phoques, là, puis il y avait trois trucs. Ils voulaient soit faire de l'abattage là, systématique. À un moment donné, ils voulaient tirer des contraceptifs. Ah. OK. Une fortune. Je regardais les prix, là, puis je disais...
Puis en plus, c'était à recommencer, là, tu sais. Ben, Je tout me le disais, temps. s'ils donnaient 10% de ça à l'industrie, là, on n'aurait pas de problème. Nous, on Là, irait c'est à la d'expliquer chasse. aux phoques comment mettre ses contraceptifs. Ah ouais, c'est Là, ça. c'est- Ah ouais, les condoms, c'était un bordel. Mais pour en revenir à nos saumons et non pas à nos moutons, moi, je fais partie de ceux-là qui n'ont pas de diplôme. Fait que ça m'oblige des fois à penser en dehors de la boîte un peu. Ben, c'est ça qui est tellement précieux. Ça a bien plus de valeur que tout le temps penser de la même Ben ouais, façon. mais moi, j'accroche sur quelque chose qui a été dit là, tantôt. Le phoque s'adapte. L'étude qui a été faite par rapport aux blessures au saumon quand il y a plus ou moins de capelans ou de poissons à pas, poissons fourrage. Il y avait un lien quand même assez direct, mais moi, ce que je pense, c'est que, bon, en absence de capelans, il y a une autre problématique, c'est que le capelan fait partie de la... On oublie que le saumon, c'est un prédateur aussi, là. Mhm. Fait que le capelan, il fait partie du menu aussi. Fait que là, il y a comme un lien indirect qui pourrait avoir, puis c'est noté que dans les dernières années, le capelan roulait moins, là, comme l'expression dit. Mhm. Fait il peut avoir un lien important. Bon, ça affecte naturellement le saumon, le manque de capelan, mais pour ce qui est du phoque, qui est en explosion, si ça fait en sorte- si lui, il n'y a pas de capelin, ben il va essayer de se nourrir de d'autres choses, Ouais. qui est peut-être un petit peu plus énergivore de chasser le saumon, mais si C'est mieux que pas manger. s'il y a juste ça. Ouais. Non, Ben, c'est tu sais, à un clair. moment donné, c'est tellement compliqué, là, Ouais. Puis l'affaire qui est le fun, c'est justement c'est de regarder l'écosystème du haut et non pas de se concentrer juste sur une couple d'espèces. Oui, je sais que les pêcheurs de saumon, typiquement, je le disais tantôt, sont très émotifs. Puis avec le déclin des montaisons des 2 dernières années, ça prend des coupables. Ouais. Le poirier, le phoque, mais il y a un paquet de choses Ben, qui se passent présentement, c'est- entre autres c'est- les changements climatiques, Ben, c'est ça. C'est les ce habitudes que j'allais dire. C'est de que comportement. je le répète souvent là, dans les réunions, c'est que tu sais, je pense que tous les pêcheurs, chasseurs, ils sont tous au courant qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans, le réchauffement des eaux, l'acidification des eaux, le manque d'oxygène dans l'eau, il y a beaucoup d'éléments, mais c'est puis je suis d'accord que oui, on cherche tout le temps un coupable, mais en même temps, il y a aussi l'élément que sur l'acidification des eaux, le chasseur, le pêcheur n'a pas un gros contrôle. Là, fait Non. que, quand on parle de Effectivement. prédation, d'abattage, de valorisation de l'animal, comme dans le cas du phoque, mais là-dessus, ils pourraient avoir une influence ou un certain contrôle. Fait que c'est un peu normal qu'ils s'intéressent surtout à ça, dans les éléments qui font que les choses aillent moins bien. T'sais. Puis, tu sais, mettons, dans une perspective des prochaines années, là, bon, il y a eu une augmentation des populations de phoques. Ça me semble plutôt clair que tu sais, les populations de phoques sont assez en santé puis seraient capables de soutenir une chasse éthique et qui pourrait générer justement des retombées économiques aussi qui permettent de C'est un peu ça la de question, prendre parce que soin. des fois, on dit est-ce qu'il y a trop de phoques? Puis moi, j'ai le temps, c'est pas la bonne question. La question, c'est y a-t-il assez de phoques pour qu'on les utilise de façon commerciale puis qu'on les valorise? C'est ça la seule question qu'on devrait se poser rationnellement. Tu sais. Puis la réponse à ça, c'est oui, là, tu sais, clairement. Mais j'ai entendu aussi, puis je pense que tantôt, Lynn, tu l'as dit, il y avait quand même une certaine augmentation. On a entendu la présence de plus de requins blancs, par exemple, près de nos eaux et tout ça, donc des prédateurs du Le phoque thon. potentiellement, qui pourraient être en peut-être augmentation. Est-ce que c'est le cas? Puis est-ce que cette augmentation-là des prédateurs naturels du phoque pourrait aussi être aussi envisagée dans les prédictions? Bien, il y a plus d'incertitudes qu'avant. Avant, on pouvait dire il y a vraiment plus de phoques que ce que la population a besoin pour se maintenir. Puis on peut facilement prélever le surplus sans que ça fasse cracher la population. Maintenant, c'est plus compliqué parce que avant, on avait les naissances, les mortalités, puis on regardait le surplus que ça donnait à chaque année. Puis la population augmentait.
Mais maintenant, dans les mortalités, il y a de plus en plus de mortalités liées à l'absence de glace. Ça, c'est une conséquence directe du changement climatique. Phoques du Groenland. Les phoques du Groenland, entre autres, le fait de ne plus avoir de glace, ben ça fait en sorte que quand les femelles viennent mettre bas, normalement sur la banquise, mais là, quand il n'y a pas de banquise, ils mettent bas ailleurs comme ils peuvent. Puis le nombre de naissances, la mortalité autour de la naissance est plus élevée qu'avant. Puis ça, on ne sait jamais d'une année à l'autre, mais quand il n'y a pas de glace, on le sait qu'on va avoir une année qui est moins bonne pour la population de phoques, puis ça ne va pas augmenter autant. Il y a aussi toutes sortes de prédateurs naturels comme les requins qui sont de plus en plus présents dans le golfe. Donc, c'est plus juste une question de combien il y en a, il faut garder quand même... On n'est pas rendu dans la zone où un prélèvement devient peut-être problématique pour la population, mais... c'est sûr que les années où il n'y a pas de glace, où il y a plus d'incertitudes qu'avant qui nous font dire la zone grise, là, quand est-ce qu'on est correct, quand est-ce qu'on n'est pas correct, elle est plus grande qu'avant. Ceci étant dit, on est vraiment encore dans le surplus, puis on ne peut pas accumuler des animaux dans la nature comme de l'argent dans un compte de banque, là. À un moment donné, il y en a trop, puis si ce n'est pas un prélèvement ou une chasse, mais ça va être d'autres choses qui vont venir comme moduler l'équilibre dans l'écosystème. Bien, est-ce que ça arrive aussi des fois, comme on le voit souvent dans des populations animales, comme on est, la densité devient tellement grande que là, c'est les ressources qui manquent, puis c'est un peu... Ben oui. La population elle-même diminue parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace ou la de maladie. ressources même, ou de maladies finalement qui arrivent. Est-ce que ça, on l'observe-tu? On voit même des signes. Moi, j'ai vu des rapports des années 70, tu sais, puis... avec Sargent à l'époque, là, ça fait longtemps. Puis lui, tu sais, il notait en fait chez les animaux, là, tu sais, mais là à l'époque on parle que le phoque du Groenland était peut-être à 1,5-2 millions, quelque chose comme ça. Tu sais. Puis il disait que tu sais, des marques de bataille, des marques, tu sais, parce que tu sais, il dit on voyait quasiment pas parce que justement, il n'y avait pas besoin de se battre tellement pour s'accoupler, il n'y avait pas tellement besoin de se battre pour se nourrir parce qu'il n'y en avait pas tant, tu sais. Mais qu'après ça, dans les années 80-90, là, écoute, sitôt que le phoque a un an et demi, il y a des marques de morsures, de griffes, ah ouais, tu sais, parce qu'il faut déjà qu'ils commencent à se battre tout de suite là, pour se nourrir, pour s'accoupler, etc. Fait que s'accoupler, c'est un peu plus tard, mais tu sais, bref, tu sais, ça... Juste ça, on s'est aperçu qu'il y a eu des changements là, à ce niveau-là. T'sais. Fait que c'est... Puis ce qui est fascinant, pour revenir à ce que tu disais sur le phoque du Groenland, il y a en effet beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions qu'on se pose. Quand on regarde le phoque gris, il était dépendant des glaces il y a 10-15 ans. Puis là, il est adapté à ça. Il s'est adapté en 10-15 ans, il s'est adapté. Là, il met lui, pas c'est sur les berges. C'est pas un défi. Ça ne dérange pas du tout à ça. OK. Fait que là, tu dis, est-ce que le phoque du Groenland, lui, va continuer d'être... Est-ce que les deux espèces sont en explosion? Bien, ça va. C'est des 4 espèces qu'on a dans le Golfe, c'est les 2 espèces qui sont le vraiment le plus en croissance. Oui, puis c'est vraiment le cas pour les 2 espèces. Le phoque commun, il semble qu'il y en a de plus en plus, mais... Il y en a plus qu'avant, mais pas... C'est ça, parce que le phoque commun était limite là, espèce menacée pendant un certain temps, puis là, c'est plus le cas. Dans le fond, ça s'est ramassé une espèce quasi menacée comme dans les années 70 ou avant, après ça? Je ne sais pas. Je ne suis pas certaine, mais moi, je me rappelle, je viens du Bas-Saint-Laurent, puis au parc du Bic, l'emblème du parc, c'est le phoque commun. Parce qu'il y a des phoques communs, puis tu sais, quand on parle de chasse aux phoques, puis tout ça, c'était tout le temps super important dans l'interprétation de dire, OK, mais chasse aux phoques, c'est pas lui, là, parce que les phoques communs, c'est une espèce qui est protégée, puis tout ça. Donc, elle l'est encore. Ouais. OK, elle est encore protégée, mais elle n'est plus en... C'est pas une espèce en voie de disparition, mais c'est quand même une espèce protégée, puis on parle pas de la même démographie, là, que le cheptel de phoques du Groenland ou les phoques gris qu'on a. Ouais, puis le phoque gris, tu sais, qui est plus costaud, comme tu le disais, il a plus tendance à prendre la niche écologique, si je ne me trompe pas, que le phoque commun, qui est plus petit, plus discret, tu sais. Puis le phoque du Groenland aussi est plus petit. Oui, c'est ça. Okay. C'est une des raisons probablement pourquoi le phoque gris a connu autant de popularité, tu sais, qu'il a passé de 10-15 000 à 400 000 aujourd'hui, là, tu sais. D'après vous, est-ce qu'il y a une de ces populations-là qui est
plus un problème pour le saumon atlantique ou si c'est pas connu, pas certain, Bien, c'est pas connu, c'est pas certain, sauf qu'on a une espèce, le saumon atlantique, qui est plus spécialiste que généraliste. Fait qu'elle, tu sais, s'il y a des changements dans l'écosystème, déjà, le saumon, il va moins être capable de s'adapter qu'un phoque. Le phoque, si un jour il manque de morue ou il manque de maquereau, il va manger d'autres choses. Puis si c'est du saumon qu'il y a sur son passage, il peut manger du saumon. Si le jour qu'il n'y a plus de saumon, bien, il va juste manger d'autres choses. Puis, donc, il y a ça. Puis, ben, on le sait jamais. En fait, toutes les espèces sont interconnectées. Fait que des fois, on a des populations de phoques qui ont pu un certain type de nourriture, puis le risque, c'est ils vont se retourner vers d'autres choses. Parce que présentement, ce qu'on sait du régime alimentaire des phoques, c'est rare qu'on voit le mot salmo-salar dans les listes de régime alimentaire. Okay. Ça ne veut pas dire que... Ça, c'est sur des études récentes quand même? Des études récentes dans le Golfe, au large du Labrador. Tu sais, les places où nos saumons du Québec pourraient aller, là, c'est rare qu'on les voit dans les listes. Mais après, ça dépend de la méthode avec laquelle on a déterminé le régime alimentaire. Si c'est des animaux qui sont super durs à capturer pour un phoque puis qui vont juste manger le ventre ou l'estomac, bien, à moins d'avoir une étude dans le gras, on n'aura pas la signature du saumon dans le régime alimentaire. Mais, tu sais, d'habitude, là, un régime alimentaire de phoque, c'est pas 90% d'une seule espèce. Non. Mais si tu as 6 millions de phoques qui mangent 3% de saumon, bien, ça a l'air de rien, un 3%, mais ça peut finir par avoir un impact. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, surtout, là, c'est sûr que nous, on vit une situation avec les montaisons de saumon atlantique qui est vraiment préoccupante. Il se passe des choses qu'on voit. Fait qu'il y a, sans être une cause à effet direct de prédation, mais on comprend que parce qu'il y a moins de saumon probablement associé à des changements climatiques et cette mortalité-là en mer, finalement, il est plus vulnérable à ce petit pourcentage-là, peut-être mangé par opportunisme. Mais en termes de nombre de saumons sur le nombre total de saumons, ça peut quand même avoir comme la morue. Exact. Comme la morue, tu sais, même si le phoque mangeait juste 5% de morue, bien, s'il y a 600 000 phoques puis il reste 40 000 morues, ça va avoir un effet, là. Mais la question... la question qui tue... Avez-vous l'effet sonore? C'est ça que j'ai pensé aussi. Avec tout ce qui vient de se dire, croyez-vous que, on va se le dire, les montaisons de saumon atlantique ont connu un déclin abrupt et soudain depuis 2022. Sans rentrer dans les détails, mais l'absence de grill en 2022, même chose 2023-2024. Est-ce que vous croyez que ce déclin-là, soudain et abrupt, peut avoir un lien aussi important avec la prédation du phoque, entre autres, qui est en explosion depuis 30 ans? Ben, c'est parce que la prédation n'est pas soudaine et abrupte. Il n'y a rien qui a changé dans les 5 dernières années. C'est un peu ça mon point. Mais encore là, la plante verte, je pense... Mais étudier les écosystèmes, c'est comme une grande mosaïque. Hein? C'est pas juste... Tu sais, longtemps, on étudiait les espèces de façon monospécifique. Donc, moi, je suis spécialiste du saumon, j'étudie le saumon, puis ses proies ou ses prédateurs. Puis c'est un peu comme une balançoire à bascule, la pensée. C'est comme, quand il y en a un qui diminue, l'autre augmente, puis quand il y a plus de prédateurs. Mais c'est pas des balançoires à bascule, les écosystèmes. C'est comme des engrenages. Fait que tu changes une petite affaire, puis là, il y a tout le reste qui va changer autour. Puis notre saumon, il est comme dans le milieu de ça. Puis il est connecté un petit peu avec les phoques, mais c'est pas phoque-saumon de même, là. C'est super complexe. Mais si vous aviez à donner une opinion et non pas un avis, le déclin qu'on connaît depuis 2 ans, on s'entend, pas mal tout le monde s'entend que c'est un taux de mortalité élevé qui au niveau des dévalaisons de saumonaux, donc au printemps. La cause principale de ça ne peut pratiquement pas être le phoque. Pas principal, non. Je pense pas.
Non, Il mais fait partie de... C'est partie Oui. de l'équation. c'est ça. Mais, tu sais, c'est là aussi on revient à la chasse aux phoques. Promouvoir de la chasse aux phoques pour sauver le saumon, Non. ça serait pas la meilleure décision du monde. Ceci étant dit, promouvoir de Ça la chasse aux changerait phoques, peut-être pas grand-chose. ça changerait pas grand-chose, mais ça nuirait pas non, Non, plus. c'est ça. tu sais. Non. Mais faire un move du genre, hey, on va se mettre à faire une grosse campagne de promotion pour chasser du phoque en promettant aux gens que le saumon va aller mieux, grave erreur. Non, ça c'est clair. Puis de l'autre côté, tu sais, c'est sûr que comme il y a de moins en moins d'espèces, tu sais, puis que les espèces vont de moins en moins bien, que la biodiversité se porte de moins en moins bien, si on me pose la question, est-ce que tu penses que le phoque mange de plus en plus de saumon, je vais te dire oui, tu sais. Parce qu'il y a de moins en moins d'autres choses. C'est juste, tu sais, c'est juste le gros bon sens. Effectivement. Tu sais, c'est comme les gens, tu sais, ça fait des années qu'on rapporte que le phoque mange du homard puis du crabe. Pas nécessairement du homard, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, quand il rentre dans un banc, puis il ouvre la gueule, puis il en mange. C'est un opportuniste. Puis, tu sais, on parle à des chasseurs, justement, curieux, un peu comme Ghislain et d'autres, mais à tous les fois qu'ils chassent un phoque, automatiquement, il ouvre l'estomac pour voir qu'est-ce qu'il a mangé. Puis, il voyait des estomacs pleins de petits crabes, de petits homards. Mais quand on en parlait aux scientifiques, on disait, il en mange-tu? Non, tu sais. Ouais. Il en mange, Ouais. mais, tu sais. Ça, c'est un nom qui prend pas en compte le savoir-terrain Exact. des gens. Exact. Mais, tu sais, c'est comme tu disais, si on regardait sur la liste de ce qu'ils mangeaient, tu ne voyais pas. Tu ne voyais pas du homard. Mais là, tu sais, comme les gens, tu sais, parce que tu regardes les îles de la Madeleine, comme la Gaspésie puis comme la Côte-Nord, c'est à peu près la seule pêche qui reste, c'est le homard. Tu sais, il y a du crabe, mais s'il y a moins de gens, tu sais. Il n'y a même plus de crevettes. Tu sais. Ça fait que là, tu commences à dire, il en mange. Ben oui, il en mange. Ben, c'est sûr qu'il en mange plus qu'avant. Il y a moins d'autres espèces. Ça veut dire, Non, c'est juste du gros bon sens. Là, tu sais. Mais je serais intéressé de vous entendre sur qu'est-ce que vous pensez sur la sortie qu'a faite la ministre au mois d'août, me semble, qu'elle déclarait ni plus ni moins la guerre au phoque, qui est un rat de mer. Le rat de la mer. Le Ben, rat de la encore une mer. fois, c'est la même chose. C'est de vouloir faire une chasse pour valoriser l'espèce, oui. Vouloir abattre des phoques pour sauver les problèmes de pêcherie, je pense que c'est poser les mauvaises actions puis s'attaquer à mauvaise cible. Puis c'est un gros raccourci sur la place de l'espèce dans l'écosystème. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est vrai que les phoques ont un impact sur nos ressources commerciales. Ils mangent des gros poissons, puis c'est les mêmes poissons que nous, les humains, on cible pour la pêche commerciale ou récréative. Fait que pour citer une expression que Myriam aime bien utiliser, ce serait une fausse bonne solution. Oui, bien, en fait, c'est une fausse bonne idée de penser que les phoques, c'est des rats des mers. Ben, puis ceci étant dit, ça a beaucoup été plus une parole qu'une action, parce que dans les actions, il n'y a rien. Non, c'est rien ça, qui a changé. ça, Là. on comprend. Je pense que c'était une parole plus politique que d'autre chose. Mais je trouve que c'est intéressant d'ouvrir la porte à... de juste ouvrir la discussion au fait que, oui, on aurait là une belle opportunité de faire valoir une industrie qui est complètement durable. Puis peut-être que ça, en plus, ça aurait un impact qui est bénéfique sur l'équilibre dans l'écosystème. Mais ça permettrait peut-être aussi de continuer de suivre ce qui se passe. Parce que là, présentement, il y a beaucoup de suppositions. Mais s'il y a un certain prélèvement, puis là-dedans, ben, on analyse un peu, et ça me semble que ça nous donnerait des données supplémentaires à savoir, y a-t-il de quoi qui évolue là-dedans? Là? Est-ce que ce qu'on pensait pas qu'il était un problème, et parce que je l'ai toujours dit, là, tous les résultats de recherche, à quelque part, il faut les mettre à jour avec tout ce qui arrive au niveau des changements climatiques et ainsi de suite. Il y a des choses qui changent. Là, Ben, en fait, présentement, les écosystèmes changent plus vite que la capacité des scientifiques à documenter comment l'écosystème fonctionne. Et du gouvernement a changé sa réglementation. Ah oui, fait qu'on ben est là, dans là, le- ça, c'est une on autre est histoire. dans le gambling, là, mais Non, ça, de c'est A un à gros Z. problème, Ouais, sérieusement. Tu sais, moi, je l'amène régulièrement aux réunions. Je leur dis, tu sais, là, on est beaucoup dans les aires marines protégées, etc. Puis moi, je leur dis tout le temps, une des grosses problématiques qu'on a avec l'instauration de ces aires marines protégées-là, c'est que
l'écosystème change beaucoup plus vite que votre capacité à vous adapter. Fait que là, on va mettre des choses en place, puis dans 3 ans, dans 2 ans, ça sera plus ça sera plus valable. Puis ça va prendre 10 ans avant de changer. Bien, le sébaste est encore une espèce en voie de disparition. Juste pour donner un exemple. Partez-nous pas sur le sébaste. OK, ça veut dire qu'il faut faire un autre épisode là-dessus. Là. Ce qui est paradoxal aussi, puis tu sais, quand on utilise une espèce, peu importe l'espèce, là, on en prend soin quelque part. Oui. S'il y a une espèce, d'après moi, qui va disparaître, la dernière sur la planète, c'est le poulet, puis le bœuf, puis le porc. Là, non, mais c'est un peu niaiseux ce que je dis là, mais en même temps, c'est un peu vrai aussi. T'sais. Le phoque, quand il vaut quelque chose, on s'y intéresse énormément. Puis quand on commence à l'appeler le rat de la mer, c'est parce qu'on n'a plus d'intérêt pour cette espèce-là. Puis là, moi, ça m'inquiète. Ouais. Parce que moi, je serais le premier au front si les populations disparaissaient du jour au lendemain puis qu'il fallait les protéger, je serais le premier à lever le flag pour dire « Hey, il faut qu'on mette des mesures de protection en place, puis ça presse, puis sévère à part ça. » Mais là, c'est pas le cas. Là, on est dans l'inverse. Je trouve ça, c'est clair, je trouve ça super beau, qu'est-ce que tu dis, puis on le vit beaucoup. Des fois, c'est un chapeau qui peut paraître un peu paradoxal, quand tu connais pas nécessairement ce genre de dynamique-là, mais c'est ça aussi la réalité avec la pêche récréative. Absolument. En fait, c'est toutes les espèces, qu'elles soient aquatiques ou fauniques terrestres. On s'intéresse aux chevreuils, à l'orignal, au caribou, puis tu sais, les premiers à être là au front, autant comme pour le valoriser, autant que pour le protéger, ces espèces-là. Quand on regarde Duck on est Unlimited, là tout le temps. Duck Unlimited, les millions qu'ils mettent pour préserver l'habitat. Puis ils ne veulent pas empêcher la chasse. Ben non. Au contraire. Exactement. Effectivement, oui. Wow! C'est vraiment intéressant, puis je veux quand même me permettre de nous amener tranquillement vers la fin de cette belle conversation. Mais, pas facile, hein? Non, c'est pas facile parce que c'est vraiment intéressant, puis je vois qu'on aurait une foule de sujets, en fait, qu'on pourrait s'éclater à travers les questions qu'on pose. Pour vrai, je pense que ça va être extrêmement éclairant puis extrêmement intéressant pour notre auditoire. Là. Je suis persuadée que ça va dépasser, en fait, l'auditoire des saumoniers. C'est une question qui est super intéressante, mais vous avez amené plein de facettes vraiment riches, en fait, en termes de réflexion. Comme d'habitude, quand on prend le temps de s'attarder à un sujet, surtout quand souvent on arrive au changement climatique, puis on n'arrive jamais avec des coupables puis une solution facile, mais on voit quand même que dans d'autres dynamiques qu'on pourrait mettre en place, nous, dans nos activités, on peut faire des choses, on peut être des acteurs là, collectivement de la société, de prendre soin de nos écosystèmes. Puis je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. Je pense qu'une bonne façon d'être acteur... pour le saumon en particulier, c'est effectivement. Impliqué. Écoutez, là, je vais m'adresser un petit peu plus à notre auditoire, comme tu dis. Je pense qu'on fait des produits de qualité. Quand on parle des balados, des podcasts, naturellement, il y a tout ce qu'on fait aussi par rapport à la protection de la conservation du saumon. C'est tellement important pour la Fédé. Je le répéterai jamais assez. Ça fait 4 ans que je suis là à la présidence. Et puis, le membership, on a même... en fait, on a fait modifier le membership pour s'assurer que ce n'est pas une question monétaire. Fait qu'on peut être maintenant membre Petit Saumon pour une somme aussi minime que 10 $. Mais je le répéterai jamais assez souvent à quel point c'est important pour nous quand moi, Myriam, on fait des pressions, des représentations auprès des paliers gouvernementaux. La représentativité est tellement, tellement importante. J'imagine que au niveau de l'association... Je t'écoute parler, puis ouais, non, man. Fait que c'est pour tous ceux qui nous écoutent, écoutez, si votre passion est le saumon atlantique, vous n'avez pas d'excuse de ne pas être membre de la FQSA. Ben, c'est simple. C'est très simple, c'est très simple. Ben écoutez, merci beaucoup encore une fois d'avoir participé à cet épisode. Merci Lynn, Gilles, Normand, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir. Merci à vous. J'espère que vous allez apprécier. Laissez-nous des commentaires et suivez-nous pour les prochains épisodes.
Pas pire? C'est correct.